avec la collecte des parrains. Plus d'une centaine de candidats déjà déclarés, le PASTEF et l'option d'un plan B, l'opposition, la coalition Benno Bokk Yakaar et les candidatures dissidentes. Le remaniement ministériel annonçait la rentrée scolaire sur fond d'inquiétude chez les acteurs du système éducatif. Et bien, pour débattre de toutes ces questions, El Hadj Ndiogou Diène reçoit ce dimanche 1er octobre Falilou Ba, enseignant-chercheur à l'ESEA, ex-ENEA, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en communication politique, et Omar Seck Ndiaye, communicant écrivain. Il vient juste de publier son dernier ouvrage intitulé L'opinion publique aux mensonges médiatiques et politiques. Remue-ménage, c'est ce dimanche 10h-11h avec El Hadj Ndiogou Diène sur la radio Futur Média. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les programmes de la Radio Futur Média. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2023. Votre émission Remue-ménage a comme invité Falilou Ba, enseignant-chercheur à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée ex-ENEA, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Aix-Marseille, mais également spécialiste en communication politique, en communication sociale et en stratégie de changement de comportement. Docteur Falilou Ba, bonjour. Bonjour Ndiogou, je suis très heureux de votre invitation et je salue un peu vos auditeurs et vos internautes. Merci. Notre second invité, Omar Seck Ndiaye, il est communicant et écrivain. Il vient d'ailleurs de publier son dernier ouvrage intitulé Opinion publique, mensonges médiatiques et politiques, point d'interrogation. Omar Seck Ndiaye, bonjour. Bonjour Ndiogou, ravi d'être là. Merci. Alors, ma première question vous est justement destinée au Omar Seck Ndiaye. La collecte de parrainage en vue de la présidentielle du 25 février 2024 a officiellement démarré vendredi. 126 candidats déclarés ont retiré leur fiche de parrainage à la Direction générale des élections. Il faut préciser que cette fois-ci, il y a deux options pour le parrainage. Il y a le parrainage citoyen et le parrainage par les élus, députés, maires et présidents de conseils départementaux. Alors, 126 candidats déclarés pour une présidentielle, c'est inédit dans l'histoire du Sénégal. Comment analysez-vous cette pléthore de candidatures déclarées? Bon, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir cette pléthore. Ça nous renvoie de plus en plus à la perception que beaucoup ont de la politique. Et l'histoire récente nous montre que pour la plupart des Sénégalais, la politique est un ascenseur social. On s'inscrit dans la politique pour très vite s'enrichir. On crée un parti pour après négocier dans les coalitions. Donc la plupart, bon, c'est pas des candidatures sérieuses. Sur le principe, il est vrai, tout Sénégalais a le droit d'aspirer à être président de la République. Ça, c'est le principe. Mais aussi, une démocratie, elle est organisée, elle est agencée de telle sorte qu'on peut éviter ce genre de scénario qui fait que n'importe qui se rue à la candidature pour être président de la République. C'est vrai qu'avec la sélection, après le parrainage, peut-être on sera très 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 loin de la centaine de candidatures, mais au moins ça fait réfléchir. Et même, est-ce qu'on ne va pas vers la désacralisation même de la fonction de président de la République, dans la mesure où chacun se réveille en rêvant, demain il serait président, mon marabout m'a dit que je serais président, les gens m'ont dit que j'ai le profil pour être président, et puis à mon avis on va arriver, et aussi comment la fonction a été gérée. Pourquoi tout d'un coup chacun pense qu'il peut être président de la République? Oui, ça je dis, est-ce qu'on n'est pas, ça c'est une question, est-ce qu'on n'est pas vers la désacralisation de la fonction présidentielle, où maintenant chacun se réveille et pense être investi d'une mission divine en se disant que, mais tel que j'ai vu les présidents passer, qu'est-ce qui m'empêcherait moi d'être président? Parce que maintenant président, ce n'est plus savoir-faire, c'est quelque chose de péché, c'est quelque chose de njublang, c'est quelque chose de migmac, et chacun peut s'aventurer dans ça. Merci Omar Seck Ndiaye, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Alors, docteur Falilou Ba, comment vous appréciez cette situation-là, cette pléthore de candidats déclarés? Qu'est-ce qui fait courir réellement les gens? En fait, moi, en y pensant et en y réfléchissant, mais je me dis finalement, je retourne en réalité à me reposer des questions sur le parrainage en tant que tel. Parce que l'histoire du parrainage, quand même, était en réalité une histoire qui était un peu houleuse. On se posait la question, à son début, quelle est l'opportunité de faire du parrainage?
Dans un premier temps, c'est ce qu'on se disait. On avait prêté des intentions fondées ou pas fondées sur le fait qu'il y avait en réalité des intentions, des malintentions par rapport à tout cela. Mais en ce moment-là, c'est vrai que quand on instaurait le système, en ce moment-là, on pouvait avoir des réflexions de ce genre-là. Parce qu'on se disait, on n'était pas dans un contexte. Parce qu'en ce moment-là, les élections, les candidatures étaient sérieuses, elles étaient entières et elles étaient engagées. Mais aujourd'hui, je pense que, comme Omar Ndiaye l'a dit, il y a en fait un dévoiement de tout cela. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens postulent pour des positions de présidence pour des raisons motivées qui, en réalité, peuvent... Peut-être que sur les 126 candidatures, potentielles candidatures qui sont déclarées, il y a des candidatures républicaines. Des gens qui vont pour la République et qui veulent la République. Mais beaucoup d'entre ces candidatures-là le sont pour des raisons qui sont démotivées en réalité. Pour certaines, je pense qu'il y a en réalité cette volonté d'aller cueillir des parrainages pour monnayer ces parrainages-là contre en réalité un positionnement politique. Pour d'autres, ils le font pour simplement avoir en réalité à jouer une carte quand on sera pendant les élections. Même les gens qui le font en réalité beaucoup de ces candidats déclarés risquent même de ne pas passer le cap des parrainages. Oui, mais au moins ils auront en réalité un portefeuille de parrainage, un portefeuille de voix déclarées qu'ils pourront un peu monnayer. Et qu'il y a certains, même ceux qui le font en réalité pour affaiblir un camp ou pour un autre, pour moi c'est des raisons qui sont infondées. Parce qu'en réalité, mais comme l'a dit M. Ndiaye, je pense que la magistrature suprême, le poste de présidence est très sérieux. Et dans tous les cas, je pense que ceux qui le font, non seulement se trahissent, ils trahissent les gens qui leur donnent leur parrain, mais ils trahissent fondamentalement la République. Et je pense qu'en réalité, si leur intention est vue et démantelée, mais ils doivent rendre des comptes à la République. Parce que je pense qu'on ne peut pas aller vers une désacralisation de ce poste-là. Et aujourd'hui, ça nous donne quand même une raison de dire que la mise en place du parrainage, de ce système-là, a été quand même une mise en place qui a été visionnaire. Parce que si on laisse faire et qu'on n'y a pas de tamis démocratique pour sélectionner, je pense qu'on sera quand même dans une débandade qui ne donnera pas en fait à la posture de la présidence, comme la magistrature qui lui est sciée. Mais est-ce que, quelque part, Omar Seck Ndiaye, la non-candidature du président sortant n'a pas d'effet? Peut-être que les gens se disent que tout le monde peut postuler parce que le candidat sortant, le président sortant n'est pas candidat à sa propre session au troisième mandat. Peut-être que c'est ça l'élément déclencheur, non? Non, ça peut être l'élément déclencheur au niveau du parti présidentiel. Parce que, en disant que comme le chat n'est pas là, bon, on peut lâcher les souris sur la piste de danse. Ça, on peut réfléchir à ce niveau-là du côté du camp présidentiel. Mais de l'autre camp, ce n'est pas la raison profonde. Comme j'ai dit, les dernières années nous ont offert un spectacle de la politique et des hommes que politiques. Quand on voit souvent, ça m'a toujours amusé, quand on parlait de la notion de coalition, de mouvance présidentielle, et qu'il y a des partis que les Sénégalais ne connaissent pas. Aujourd'hui, faites un sondage. Les Sénégalais ne vont pas vous citer le nom de plus de 10 partis en moyenne. Donc, ils ne vont pas vous citer. Donc, le reste, comme j'ai dit, c'est pour amuser certains, c'est pour amuser la galerie, c'est pour se faire un nom. Le docteur l'a dit. Les motivations sont multiples. Et comme j'ai dit tantôt, aussi, c'est un ascenseur social. C'est très rapide en passant par la politique. Aussi, c'est les stratégies. Surtout, même du côté du camp présidentiel, quelqu'un va dire, moi, je vais me porter candidat, en sachant que je n'irai pas au bout du chemin, mais à mi-chemin, je pourrais aller voir le candidat le mieux placé, en lui disant, moi je suis prêt à me dessaisir, mais moyennant de futures sinécures à tel niveau. Donc, comme je dis, maintenant le champ politique, ce n'est pas le politique au sens noble, avoir envie de gérer la cité pour changer la condition de vie des populations, des citoyens. Maintenant, la politique, c'est avant tout changer sa propre condition de vie. Et la preuve, quand on est nommé à un poste, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est ta mère qui a travaillé cela. Et c'est la fête. Donc, la nomination à un poste
parce que ici, toutes les nominations sont politiques. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. C'est vrai qu'il y a des critères techniques, mais la plupart, les nominations sont d'abord politiques. Donc, c'est l'ascenseur social. On dit que oui, ta mère a travaillé, et maintenant toute la descendance va en profiter. Ce n'est pas pour rien qu'on voit des cérémonies de sabar, on voit des tanneberts, parce que tel a été nommé en simple poste de DG. Alors que les gens auraient dû s'inquiéter en disant que regarde, moi c'est une responsabilité que j'ai de changer la condition de vie des Sénégalais. Mais les motivations sont multiples, parce que maintenant la politique c'est un champ de positionnement. Et comme on a dit tantôt, chacun a ses motivations. Il y a des motivations nobles. N'empêche que parmi les 100 et quelques candidats, il y a quand même des candidatures que je présume sérieuses. Parce que c'est des gens qui ont des projets de société, c'est des gens qui ont une vision pour le Sénégal de demain. Mais ça, c'est peut-être une infime minorité. Mais le reste, c'est pour amuser la galerie, avoir d'autres considérations de positionnement, d'anticipation. Les gens vont avoir loin. Mais pas pour les causes, pour les raisons nobles, pas pour des causes nobles. Mais c'est d'abord ça. Et puis on se dit que maintenant, c'est quoi la politique? Et puis, regardons aussi l'histoire de nos hommes politiques. Et comme j'aime souvent citer quelqu'un qui, du temps de Wade, était un farouche opposant, qui parlait toujours, oui, il ne faut pas qu'on partage les biens du pays, il ne faut pas qu'on fasse du patio, il faut qu'on fasse du pencho, c'était son slogan. Et aujourd'hui, depuis qu'il a cédé à des sinécures, il a perdu la voix. Et récemment même, je l'ai vu défendre ardemment le camp présidentiel. Et c'est cette posture-là qui donne aux images, qui donne aux populations une image des politiques. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de conviction. La seule motivation, c'est les prépandres, c'est les sinécures. Et on a vu combien de gens se parjurent en insultant aujourd'hui, et demain ils vont dans l'autre camp. Donc les hommes politiques, pas tous heureusement, mais la plupart maintenant, ce n'est plus la politique de gestion de la cité, mais c'est des entrepreneurs politiques qui investissent de l'argent pour pouvoir récolter des dividendes. Et les dividendes, c'est le positionnement, et même c'est les marchés. Il y a des choses qui disent pas leur nom. C'est pas seulement la posture pour être président, mais après c'est en catimini, c'est avoir des marchés publics, avoir des marchés de construction, marchés de travaux publics. Il y a toute une menace qui est autour de ça. Et je pense que c'est les questions sur lesquelles on doit réfléchir. Et je pense que cette élection présidentielle, telle que c'est parti, donne l'opportunité de réfléchir. Et je veux dire, réfléchir profondément. Parce que l'idée, c'est pas seulement d'être président. C'est-à-dire, il faut qu'on réfléchisse sur nos institutions. Est-ce qu'aujourd'hui... système démocratique sénégalais. Je dirais même pas système démocratique, mais est-ce qu'aujourd'hui, nos institutions répondent aux aspirations des Sénégalais? Telles qu'elles fonctionnent depuis quelques années, nos institutions sont décrédibilisées. Que ce soit le Parlement, qui est chambre d'applaudissement, oui, que ce soit la justice, qui s'est courbée. Aujourd'hui même, on voit les chefs religieux, comme on dit, entre guillemets, qui sont en train de se dévoyer. Et je pense que cette élection présidentielle devait être un lieu de débat sur les programmes. Qu'est-ce que les gens proposent pour le Sénégal? Et aussi, comment il faut reconstruire les Sénégalais. Avant tout, ce n'est pas les hommes. Les hommes mettent en œuvre les institutions. Mais faut-il d'abord qu'on réfléchisse quel genre d'institutions il nous faut au Sénégal en 2024. Quelles leçons tirer du dévoiement des institutions et faire des propositions à ce niveau-là. Moi, je pense que le débat devait être sur la question des idées. Il y a des candidats qui ont écrit des livres. C'est très louable. Au moins, ça veut dire qu'ils ont un programme. Si c'est tant soit bien que... Est-ce que c'est même qui l'a écrit? Mais au moins, l'idée est noble d'avoir des propositions. Mais malheureusement, les Sénégalais ne votent pas sur la base de programme. Le constat du docteur Falilouba est que c'est le vote affectif ou bien même le vote sur la base de moyens financiers et autres. Les programmes importent peu pour les électeurs sénégalais. Mais c'est vrai, je pense qu'on a beau chanter en réalité que nous, aujourd'hui, on a atteint une maturité politique au niveau de nos populations, mais je pense qu'il faut relativiser tout cela quand même. Je pense que c'est vrai que dans cette démarche d'aller voter, dans cette démarche d'aller faire son choix, c'est vrai qu'on a fait des pas intéressants, mais sur, en réalité, l'homme sénégalensis qui vote, comment il vote, pourquoi il vote, je pense qu'il y a des efforts à faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a encore des survivances encore fortes des habitudes qu'on a héritées depuis très longtemps. Et ces habitudes-là, c'est comme vous l'avez dit, les votes ne sont pas forcément articulés autour de programmes, autour d'idéologie, autour d'un projet de vie, mais c'est plus autour d'une individualité, c'est autour d'une connaissance, c'est autour d'intérêts partisans. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des efforts à faire. Mais pour cela,
Je pense que c'est les politiciens en réalité qui nous ont, excusez-moi le terme, habitissés sur ça. Parce qu'ils ils ont forcé les Sénégalais en leur montrant... Déjà, ils ont divisé les Sénégalais. Ils nous ont divisés. Ils ont divisé les Sénégalais dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés. Ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés et ensuite, ils nous ont promis des choses qui sont à la limite assez éphémères. Et autour de ça, on se bat et on laisse à côté de l'essentiel. Or, l'essentiel... Comme l'a dit M. Ndiaye, je pense qu'aujourd'hui, avec cette opportunité d'aller aux élections, on peut rabattre les cartes. Rabattre les cartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir et puis se démarquer en fait de Sénégalais anciens qui votaient par personnalité, par individualité, pour des besoins partisans et voir un peu le Sénégalais de demain, le Sénégal de demain. Qu'est-ce qu'on veut pour le Sénégal et qu'est-ce qu'on veut pour les Sénégalais? Et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir cette opportunité de le faire. Et dans cette dynamique-là, on doit être aidé par tout le monde. Les politiciens, oui. Les journalistes, oui. Les gens de parole, oui. Et je pense que, comme il l'a dit, aujourd'hui, on est en train même de voir que sur les personnes sur lesquelles on comptait, ces personnes-là sont en train de s'affaisser. Et d'affaisser un peu tout ce qu'ils pouvaient nous apporter. Je pense qu'en ce moment-là, il faudra rectifier le tir, faire en réalité une éducation politique pour les Sénégalais. Pas même parfaitement une éducation politique, mais une éducation du développement, une éducation de vie, pour montrer aux Sénégalais que la carte qu'ils détiennent, c'est une carte qui peut changer sa vie. Et changer sa vie, non pas forcément pour des prébendes, pour des petits trucs qu'on peut avoir par-ci et par-là, mais changer non seulement son avenir, changer l'intérêt général, changer la perspective du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, le Sénégalais est fatigué, le Sénégal est courbé, et je pense qu'on a la possibilité de changer tout cela. Alors, Oumar Seck Ndiaye, concernant le démarrage de la collecte de parrainage, on a vu que le mandataire de Ousmane Sonko, actuellement en détention, s'est vu refuser une fiche de parrainage. Est-ce normal? Est-ce légal? Même si ce parti est aujourd'hui dissous, le parti PASTEF. Oui, ça me fait penser au livre d'Henri Lopez. Faudrait-il le pleurer, rire? Est-ce qu'il faudrait en rire? Est-ce qu'il faudrait en pleurer? Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un point où le droit et la loi ne veulent plus rien dire. Ah oui? Non, ça ne veut plus rien, ça rien du tout. La parole politique s'est substituée au droit. Le droit, la loi, c'est ce que le président de la République veut. C'est ce que son camp veut. Et l'exemple d'Ousmane Sonko illustre parfaitement. Revenons un peu en arrière et regardons tout son parcours. Et je dirais, depuis 1 à 2 ans, dans ce pays, on fait tout contre le droit. Tout est fait contre le droit. Pendant combien d'années on a tenu les gens en haleine sur un supposé viol. Même si les Sénégalais ne croyaient pas pour un iota. Mais on a tenu en haleine. Et qu'est-ce que le procès a donné? La montagne n'a même pas accouché de souris. Et la personne porteuse de ce mensonge-là, on l'a oublié. Elle va tranquillement à ses occupations. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de dégâts? Et plus tard, qu'est-ce qu'on a vu? On vous répondra que la justice a dit le droit et c'est l'essentiel. Non, la personne n'a pas... Quel droit? C'est ça que j'ai dit. C'est dit, on dit tout, on fait tout contre le droit. C'est-à-dire, ils ont présumé avoir lu le droit. C'est une présomption, parce que les faits le prouvent. L'exemple type. Quand on a mis la main sur Ousmane Sonko, c'est la notion de contumace. Enfin, en droit, moi j'ai eu la chance d'être juriste avant d'être communicant. Ce qu'on nous a appris. Souvent, les gens qu'on jugeait par contumace, souvent le droit disait que des gens qui ne sont pas présents. Mais dans la pratique et dans la jurisprudence, c'est des gens qu'on n'arrivait pas à saisir. C'est des gens qui se soustraient au sens étymologique du terme. Mais aujourd'hui, on parle de juger quelqu'un par contumace, alors que la personne, c'est vous qui la retenez quelque part, entouré de gendarmes, de militaires et de barbares et de blindés. Et on dit que la personne-là, elle est invisible. C'est une aberration. Et quand on l'a... La personne aussi qui décide de ne pas déférer aux convocations de la justice. Je vais vous donner... préciser, le souligner. En droit aussi, il faut chaque fois se référer à la jurisprudence. Quand on a jugé Abré a refusé de déférer
à sa convocation. Ils sont allés le chercher. Ils l'ont amené au tribunal. Dans l'affaire Karim Wade, pour J, on l'a pris à l'hôpital avec un brancard, on l'a amené au tribunal. Donc c'est ce qui fait dire que dans un pays, il y a 2 poids, 2 mesures, et mieux encore. L'histoire des parrainages. Interrogeons encore la jurisprudence. Karim Wade, Khalifa Sall étaient dans la même configuration. Quand ils sont partis prendre le parrainage, ils ont bien reçu le parrainage parce que ce n'est pas à la direction générale des impôts de juger de la légalité ou de l'opportunité d'une candidature. C'est un acte administratif. Ils donnent des fichiers pour le parrainage. C'est tout ce qu'on leur demande. Ouais. Et d'ailleurs, sur les 100 et quelques personnes, Sonko est la seule personne à qui on a dit tu n'es pas sur la liste. Et il paraîtrait que les gens ont répondu on a reçu des instructions. Et ça, c'est pas nouveau. Bon, donc c'est dire que jusqu'à présent, et qu'est-ce qu'on lui oppose? Qu'est-ce qu'on lui oppose? De fait, l'affaire Maïna. L'affaire Maïna n'a pas connu son épilogue. C'est encore en cours. L'affaire Adji Sarr, où on a, par quelle gymnastique et quel subterfuge, on est retombé sur l'affaire de corruption à la jeunesse, une notion très archaïque dans beaucoup de pays qu'il faudrait même interroger. Et on est arrivé sur ça. Et aujourd'hui, et tous les juristes sérieux, les juristes sérieux, parce que si au Sénégal il y a juristes et juristes, il y a les juristes sérieux, il y a les juristes maintenant qui ont vendu leur âme pour des privilèges, pour des prébendes. Et l'histoire de le monde reconnaissent que quand on prend quelqu'un, le verdict n'a plus cours. Il a fait son non-acquiescement. Donc tous les 2 procès qu'on lui oppose ne tiennent pas la route. Et mieux encore, les charges qu'on lui a données, insurrection, appel à Haumalan, il y a tellement de choses. Et ça aussi, il est encore présumé innocent parce qu'il n'a pas été jugé. Donc c'est sur des bases erronées. C'est pourquoi je dis, on ne l'a pas condamné sur la base du droit. On l'a condamné sur la base de la volonté politique et surtout, encore le plus important, aujourd'hui, plus que la violation du droit. Mais il y a on est en train d'essorer. Non, c'est pas que je ne s'entendent pas sur cette question-là. Non. Enfin, quand il y a un vieux qui m'a dit, s'il y a un problème, interrogeons les voix pour savoir à quelle voix donner de la crédibilité. Il y a des voix qui se basent sur le droit pur et dans ces pays qui sont des références. Et il y a des voix qui sont tellement engagées dans le débat, qui sont jugées parties, on ne peut pas donner de la crédibilité. Et puis leur argumentation, même les éléments en droit de première année, vous diront que ça ne tient pas. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique au Sénégal, et c'est pourquoi je disais, c'est un prétexte pour réfléchir une refondation de nos institutions. Aujourd'hui, au Sénégal, qu'on le dise ou non, il n'y a qu'une seule institution. C'est la personne, j'ai dit personne, c'est la personne du président de la République qui détermine tout le reste à sa guise, à son bon vouloir, à son rythme. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, objectivement, si on ouvre les yeux, comme on dit à Wolof, sans être une affaire, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le droit qu'on applique, mais mieux encore, c'est comme du matin. C'est-à-dire les gens font ce qu'ils veulent au grand jour, peu importe les conséquences. Voilà, Omar Seck Ndiaye, merci. Alors, docteur Falilou Ba, alors la DGE qui refuse de donner des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko, alors que c'est au Conseil constitutionnel de valider ou d'invalider des candidatures, parce que lors de la présidentielle de 2019, le Conseil constitutionnel avait reçu 27 dossiers de candidature. Alors, finalement, seuls 5 dossiers ont été validés, les 22 autres invalidés. Est-ce que la DGE n'a pas outrepassé ses prérogatives? Moi, je vais beaucoup plus m'appesantir un peu sur, après le refus, quelle est la posture à prendre. C'est vrai que le refus, il est acté, il est fait. Aujourd'hui, et moi, je fais partie des gens qui se sont dit, mais finalement, le PASTEF avait dit qu'il avait un plan A. Seulement un plan A, toujours un plan A et un plan A. Mais je me dis, ça pouvait être entendu, cet argumentaire, si on était en réalité dans une dynamique politique à des moments très, très éloignés des élections. Aujourd'hui, sans commenter le droit, sans commenter, parce que je n'ai pas les arguments pour le commenter, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'inéligibilité d'Ousmane Sonko est actée. Alors, quelle est la posture
que devrait prendre finalement Pastef. Pour moi, au-delà maintenant de la théorie de plan A, on devrait aller vers l'acte du plan B. Parce que, à mon avis, il y a beaucoup d'argumentaires. Je pense qu'aujourd'hui, Pastef est dans cette logique parce oui, qu'on a vu que plusieurs responsables de ce parti, parce que moi, je l'ai défendu. Ont récupéré des fiches de parrainage. Je l'ai suggéré dans d'autres plateaux il y a quelques moments. Parce que je me disais, mais finalement, si en réalité, le droit est dit et qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique d'inéligibilité, mais il faudra aussi en politique qu'on ait plusieurs alternatives. Or, l'alternative aujourd'hui, c'est de proposer un plan B pour plusieurs raisons. Et c'est là où je n'avais pas compris un peu la démarche de Pastef. Aujourd'hui, j'essaie de la comprendre. Dès l'instant qu'ils ont mis en place un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, je dis tant mieux. Parce que l'histoire récente nous a montré, d'abord, l'idéologie de Pastef nous a toujours dit que Pastef dépassait une individualité. C'était un projet politique. Et quand c'est un projet politique, c'est au-delà d'une individualité. Même si l'individualité, elle est forte, elle est charismatique, elle est le leader, je pense que ce que Pastef nous a habitués et nous a dit, c'est que ce ne sont pas sur des individualités qu'on compte, mais on compte sur un collectif et sur un projet. Donc pour cette raison, je pense, et être en phase et en cohérence avec, je pense Pastef, si aujourd'hui le droit lui interdit, devrait en réalité aller vers ce sens-là. La deuxième chose, c'est qu'il faudra tirer aussi leçon des résultats des élections passées. Les élections législatives ont donné un verdict. Alors qu'à un moment donné, où les titulaires ont été disqualifiés, c'est des suppléants qui sont venus à la rescousse. Et malgré tout, ces suppléants qui n'avaient pas de aura politique, qui n'avaient pas d'envergure publique, mais malgré tout, ils se sont bien comportés et aujourd'hui ont même mis à ballottage le régime au nombre de sièges qu'ils de ont la coalition obtenus. Oui, mais Sonko a fait la campagne. Oui, c'est très bien. C'est pourquoi je dis, pour moi, ce n'est pas l'individualité qui va être au devant qui est important. C'est tout le monde qui porte le projet. Parce qu'aujourd'hui, si Sonko donne sa voix, donne une direction, donne une indication, je pense que le projet Pastef va se tourner autour de cela. Qu'importe l'individu qui sera à la tête. Parce que Pastef, encore une fois, c'est un projet. Et ensuite, pour moi, le fait d'avoir un plan B... Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que les gens ne s'identifient pas en individu à Ousmane Sonko plutôt qu'un projet, comme vous le dites? Mais en tout cas, l'histoire des élections législatives ne nous a pas montré ça. L'histoire des élections législatives nous a montré des suppléants qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas d'envergure, qui n'avaient pas d'aura. Et les gens ont malgré tout... c'est pour les élections législatives. Législatives. C'est l'élection présidentielle. Moi, je me dis, en cohérence avec Pastef, si Pastef est un projet, si c'est une idéologie, si c'est une ligne directrice, si c'est une démarche, une trajectoire portée par tout le monde, si on désigne ne serait-ce qu'un membre quelconque, c'est autour de cela que la fin. Mais l'autre chose, à mon avis, c'est que le fait d'avoir un plan B, si, encore une fois, je dis si le plan A n'est plus opérationnel, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, Pastef est dissous. Donc, il est mort sur le plan administratif. Mais je ne pense pas, et moi, c'est pas provisoirement, que, parce qu'il y a possibilité de provisoirement. Recours, moi, je ne veux pas, en réalité, que Pastef, qu'on signe la mort politique de Pastef. Or, ne pas aller à des élections, quelle que soit la tournure, c'est pour moi, politiquement, signer sa mort. Parce que c'est quoi? C'est que finalement, on n'a pas de projet politique, on n'a pas de vision politique. Et que finalement, Pastef ne sera pas présent. Or, si vous n'êtes pas présent dans le jeu politique, vous êtes mort politiquement. Et en dernier lieu, je pense pour aider leur leader, qui est aujourd'hui dans des déboires juridiques. Mais il faudra qu'on puisse mettre en place un plan B qui va aux élections et qu'en allant aux élections, qu'il engrange des suffrages, qu'il gagne, ou bien qu'il soit bien placé, avoir un score pour maintenir Pastef ou le pendant de Pastef dans le jeu politique pour pouvoir négocier la libération de Sonko. Parce que je ne pense pas, en ce moment-là, que juridiquement, Sonko sera libéré. Peut-être il pourra être libéré politiquement. Parce qu'on a vu des gens qui étaient condamnés, stampés juridiquement et qui ont été sauvés politiquement. Et je pense qu'en allant dans cette dynamique avec un plan B qui permettra à Pastef d'avoir une assise politique,
et de compter dans le jeu politique, il y aura une carte à jouer, une possibilité de pouvoir travailler à ce niveau-là. Alors, Oumar Seck Ndiaye, un plan B, un candidat de PASTEF autre que Ousmane Sonko, a-t-il réellement des chances pour cette présidentielle de 2024? Bon, avant d'arriver à ce plan B, j'ai juste une précision à faire. Sur le principe, il n'y a pas un citoyen, il n'y a pas un individu qui doit être au-dessus des lois. Toute personne a droit à un jugement équitable. Et dans ce pays, le droit doit être respecté dans son orthodoxie. Et moi, ce qui me scandalise, si le droit avait bel et bien, avec des arguments juridiques reconnus, condamné Sonko, moi, ça ne me gênerait pas, parce qu'il n'y a pas de personne au-dessus des lois. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me scandalise, comment, par la volonté d'un individu, futur le président de la République, on peut dire, au nom des Sénégalais, on va vers des élections en 2024. Dans mon clan, c'est moi qui vais choisir la personne candidate. Et dans l'opposition, c'est moi qui vais choisir les gens qui vont entrer en cause, en compétition. Mais c'est pas nouveau ça, on l'a vu en mais 2019. c'est pas nouveau, ça ne veut pas dire que c'est bien. Et ça, le problème du Sénégal. On dit oui, c'est comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça doit plus être comme ça. Et ça doit. Moi, c'est ça qui me scandalise. Ça dit que sur des arguties qui ne tiennent pas la route, arguties, ça dit qu'on supprime quelqu'un et tout le monde sait honnêtement, et l'histoire le prouve, Karim Wade a été éliminé politiquement, et ça a été témoigné. Khalifa Sall a été supprimé politiquement. Et aujourd'hui, que les Sénégalais acceptent qu'on leur choisisse des gens qui seront en compétition, moi, ça qui me scandalise. Et tous ces sanctions-là qui reposent aujourd'hui sur Ousmane Sonko ne tiennent pas le droit. Ce n'est pas du droit, c'est de la politique, c'est le droit instrumentalisé. Maintenant, pour en revenir au plan B. Oui. Bon, moi, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux cas de figure. Et jusqu'à présent, ça c'est mon intime conviction, jusqu'à ce jour-là où je vous parle, dimanche 1er octobre 2023, il n'y a rien qui empêche Ousmane Sonko d'être candidat. Il n'y a rien juridiquement. Parce que tous les arguments juridiques c'est des arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route et qui peuvent être démontables au plan du droit, sans avancer dans ce chantier-là. Donc il n'y a rien, sur le principe, il n'y a rien qui l'oppose. Maintenant, si par la force et par la passivité, des gens qui ne se scandalisent pas, des gens qui ne s'indignent pas, on laisse passer la forfaiture. Ça nous renvoie à ce plan B. Et je pense que c'est aussi du réalisme, comme dit le docteur. C'est du réalisme politique. C'est-à-dire que tant qu'on n'était pas arrivé à un extrême, ce n'est pas politiquement correct de dire qu'on va vers déjà un plan B. C'était condamner Sonko avant la lettre. Il ne faut pas le dire. C'était le condamner avant la lettre. Et comme j'ai dit, jusqu'à présent, ce jour-là, Sonko est... Il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat. Si on respecte le droit, et si on est dans un pays normal, et les questions des fiches là de parrainage, on n'aurait pas posé problème dans un pays normal. Absolument. Mais comme nous sommes dans un pays qui ne marche pas les pieds, maintenant il faut s'assurer de rien. Donc je dis que le plan B aussi, c'est le réalisme politique. C'est-à-dire que ce plan B a-t-il des chances de gagner j'en viens. Et jusqu'à présent, et ça c'est mon intime conviction, le plan A n'est pas encore écarté. C'est le plan Sonko, parce qu'il n'y a rien qui l'écarte. Pour moi, c'est une hypothèse qui est là, qui est réelle, qui est crédible, qui est là. Mais par extraordinaire, comme on analyse, dans l'hypothèse où ce plan est complètement liquidé, je ne dirais pas disqualifié, je dirais liquidé, parce que c'est de la liquidation, là, on en arrive à ce qu'on appelle le plan B. Et comme vous le dites, en politique, il faut exister. Il faut être là. Et la politique, c'est l'occupation du terrain. Et le fait qu'il y ait plan, je dirais même plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, ça permet au moins, pendant les parrainages, d'animer le champ politique. Les gens sont sur le terrain, les gens font de la collecte. Et PASTEF, comme je disais, le parti n'est pas présent, mais l'esprit est là. Et je pense que le plus important aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qui le prouvent que l'esprit est là. Et on a vu le phénomène de sonkorisation. Pendant tout le temps que Sonko est en prison à l'hôpital, on a vu que maintenant tout est sonkorisé. C'est-à-dire son âme est là, en train de vivre au cœur de beaucoup de Sénégalais. Donc on tue
on a tué le parti administrativement. Mais effectivement, sociologiquement, mais Pastef est encore là. Et à travers ces plans B, C, D, E... ce candidat-là, ce plan B-là, aura-t-il les mêmes chances que Ousmane Sonko? Non, comme l'a dit le docteur, on a vu les élections législatives. C'est-à-dire que ce plan n'aurait pas été crédible si Sonko n'était plus là. Mais Sonko est là. Quelle que soit la personne qui serait candidat, si on arrivait de façon très illégale à disqualifier Sonko, quelle que soit la personne qui serait candidat, mais Sonko, je pense que porterait le projet. Sonko serait derrière. On a vu pendant la législative, on a pris des seconds couteaux. Mais les seconds couteaux on a vu la présidente de Sonko, qui à lui seul a fait toute la campagne pour tous les partis réunis de l'opposition. Donc, la présidente de Sonko perpétrerait ce plan et donnerait du crédit. Parce que tout dépendra maintenant. Si, au niveau de ces plans BC, le Pastef arrive on arrive à identifier un candidat qui fait l'unanimité. Ce candidat soutenu par Sonko, je pense, l'électorat de Pastef est là. Pastef a des alliés. Je pense que c'est tout à fait crédible. Et comme on a dit, un projet doit survivre à un individu. Même si l'individu est charismatique, personne ne peut le nier aussi. Quand on voit un lièvre, il faut dire que le lièvre a de longues oreilles. Si on ne le dit pas, on est de mauvaise foi. Quel que soit le caractère charismatique du leader, si c'est vraiment un projet, le projet doit survivre parce qu'on n'est pas éternel. Et tous les projets bâtis sur un individu, sans faire de projection, quand l'individu disparaît, le projet a tendance à disparaître. Mais aujourd'hui, tout porte à croire qu'il y a un esprit. Le parti est mort, mais entre guillemets, il y a un esprit qui est là. Et on le voit tous les jours sur le terrain, sauf qu'on n'a jamais été présent dans les discours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir, qui ont l'armée, qui ont la gendarmerie, mais qui n'osent plus aller à des manifestations sous la peur d'être tués. Donc, il n'est pas là, mais il est là. Sa présence est là. Et donc, je pense que si les gens arrivent à articuler un candidat, et ça, je dis encore, rien n'exclut la candidature de Sonko. Il faut bien qu'on le précise légalement. Donc, mais si les gens arrivent à s'organiser autour d'un candidat qui fait l'unanimité, avec l'appui de Sonko, je pense que c'est tout à fait crédible. Parce que ce qui est dangereux, c'est de déserter le terrain politique. Ça, c'est la mort assurée. Alors, docteur, sur ce point, pensez-vous que Ousmane Sonko ira dans cette logique d'accepter un candidat B et même de le soutenir pour l'élection? Non, moi, je pense qu'en fait, je parle de réel politique. Et quand je parle de réel politique, je me dis, il n'a pas d'autres options. Il n'a pas le choix. Si en réalité, encore une fois, je dis, si sa candidature venait à être inéligible, il n'y a pas d'autre choix que de porter son choix sur un plan B. Et je pense qu'encore une fois, comme je l'ai dit, que c'est ça, en fait, la vision crédible et la vision politique. Comme l'a dit M. Ndiaye, je pense qu'un parti, aujourd'hui, nous sommes en politique, et en politique, il faut occuper le terrain, il faut exister politiquement. La politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. Ça peut vous donner des gains symboliques, ça peut vous donner une sympathie internationale, mais ça ne vous donnera pas des résultats concrets politiques. Et vous allez laisser l'adversaire dérouler. Et c'est ça en réalité. On aura oublié d'ici 2 à 3 mois après s'être ému, mais les gens vont continuer à diriger. Je pense donc, de ce point de vue, il faudra aller à un plan B. Maintenant, ce plan B-là, il doit être porté forcément par la force politique de Pastef ou de l'esprit de Pastef. Parce qu'en réalité, je pense que c'est cela et en cela qu'on aura, nous, vu une cohérence entre les idées de Pastef et son idéologie. Comme quoi, ce n'est pas une individuelle, c'est un projet politique. Parce que là où le projet, comme l'a dit M. Ndiaye, est beaucoup plus fort que l'individualité, on l'a vu dans la coalition Benno Bokk Yakaar, où en réalité la seule constance qui était là, c'était le président Macky Sall. Parce qu'en réalité, tout était articulé ou tourné autour de lui. Il a eu la prouesse de pouvoir fédérer, mais des camps qui n'étaient pas fondamentalement fédérables. Si je peux m'exprimer comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des dissensions au sein de la coalition présidentielle. C'est ça en fait. Le fait en réalité d'avoir bâti tout Benno Bokk Yakaar autour d'une personne, d'une individualité et non autour d'un projet, c'est ça peut-être qui va fragiliser la coalition et en train de fragiliser la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que les gens reprochent quoi à qui? Au départ, c'était on se rangerait sur le choix de notre président.
Ensuite, ce choix fait, ce qui devait être naturel devient compliqué. Et on voit que les ténors ne sont pas fondamentalement favorables parce qu'on oppose à l'un qu'il n'est pas du parti de l'APR authentique, originel, que l'autre n'est pas fondamentalement est venu après, que l'autre n'a pas épousé les idéologies, etc. Mais ce qui pose problème à Benno Bokk Yakaar et qui n'ont pas eu à travailler pendant très longtemps, c'est qu'en réalité, c'est des partis, c'est des mouvements d'obédience différentes, de trajectoires différentes, d'histoires différentes, mais qui n'ont pas pu conjuguer à l'unité. Et la seule constance a été Macky Sall. Aujourd'hui, Amadou Ba est promu. Il a encore des difficultés pour rassembler autour de lui. Et pourquoi, selon vous? Mais parce qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est qu'en réalité, il n'a pas été préparé. Moi, je dis ça, je dis que c'est dommage. Pendant très longtemps, j'ai dit, si en réalité, le président de Benno Bokk Yakaar avait compris qu'il ne devrait pas y aller, il devrait très tôt trouver, fondamentalement, mais un dauphin. Et le préparer, parce qu'un dauphin, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Ça se prépare comment? Ça se prépare au regard en réalité de l'envergure qu'il a avec toi, c'est-à-dire des relations de complicité que vous développez pour l'imposer. Ça se prépare avec les responsabilités que vous lui donnez pour montrer que je vous prépare à être après moi. Ça se prépare avec tout ce qui va avec lutter et l'imposer, même au détriment des autres. Parce que qui dit choisir, dit éliminer. On ne peut pas avoir plusieurs dauphins dans le même camp. Et je pense que ce travail-là n'a pas été suffisamment fait, n'a pas été fait à temps, et ça encore pose problème à Benno Bokk Yakaar. Et je pense que sur ce point de vue-là, les gens sont normaux. D'autant plus que quand on vient à Benno Bokk Yakaar, on est dans une organisation en phase de maturité. Or, quand on parle d'organisation en phase de maturité, il y a des dissidences internes naturelles. Ça veut dire qu'il y a la déviation des objectifs originels, il y a les luttes fratricides pour le pouvoir, et tout cela doit être géré, sinon on va vers une sclérose bureaucratique qui peut compromettre la dynamique du parti. Et je pense qu'il faudra rectifier le tir tout de suite. Oui, alors Omar Seck Ndiaye, à ce propos, comment vous analysez ces dissidences notées au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar après le choix porté sur Amadou Ba? Il y a Aly Ngouille Ndiaye, il y a Mame Boye Diao, il y a aussi Mahammed Boun Abdallah Dionne. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser le camp présidentiel? Toute division, par principe, fragilise. Mais il faut partir d'un postulat. Pourquoi aujourd'hui? C'est ça le problème. On revient rarement en arrière pour essayer d'expliquer les choses. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas tout à fait surprenant. Pourquoi? Et ça, c'est mon intime conviction. Le président Macky Sall n'a jamais eu l'intention de renoncer à ce fameux troisième mandat. Il n'a jamais eu l'intention. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il a été contraint? Il a été contraint par les forces sociales. Je ne dirais pas seulement Sonko, mais par toutes les forces sociales qui sont opposées, et avec les mouvements de mars 2021, de juin 2023, et tout ça a conclu avec d'autres facteurs qui ont concouru à ce qu'il fasse face à la réalité que ce n'est pas possible. Il était face à un mur. Donc, quelqu'un qui prépare un dauphin, c'est quelqu'un qui est dans l'optique de partir. Mais si on n'a pas si on n'est pas dans l'optique de partir, pourquoi on préparerait un dauphin? Non, c'est de ça. Donc c'est une surprise qui est là. Donc il a fait face à la réalité. Comme j'ai dit, la réalité est un principe des fois qui impose des réajustements. Et parmi ces diversions de candidats, il y en a plusieurs ordres. Il y a des candidats que j'appelle des diversions, qui vont se regrouper ensuite, et l'histoire nous dira. Il y a ce qu'on appelle des candidats opportunistes, des gens qui sont candidats pour en dernière instance aller voir le candidat qui s'est imposé en disant que oui, moi je suis prêt à me relier sous telle condition, sous telle condition, sous telle condition, sous telle condition. Et qui sont ces candidats? Bon, c'est un peu trop, parce que je parle d'une chose. Aujourd'hui, moi, par exemple, la posture de Boun Abdallah, vu sa nature, son histoire politique, sa trajectoire, ça me surprendrait que ce soit quelqu'un qui mène un combat frontal avec le président Macky Sall. Mais c'est vrai que même si en politique, il ne faut jamais être surpris de quelque chose. Et pourquoi? Il y a une donnée qu'on perd souvent de vue. Il y a ce qu'on appelle, les anglophones, ce qu'ils appellent la théorie du canard boiteux électrique. C'est-à-dire qu'un président qui est en fin de mandat,
il n'a plus toute sa splendeur. Tout le monde sait que dans 6 mois, il va quitter, par A ou par B. Donc les gens reprennent leur courage. Les gens reprennent en main leur intérêt personnel. Une perte d'autorité du président. Ça, c'est inéluctable. C'est ce que les anglophones appellent la théorie du canard boiteux. Il perd son pouvoir, il perd son autorité. Les gens ne vont avant, comme le docteur l'a dit, il était l'élément central. Autour de qui tout le monde tournait. Aujourd'hui, maintenant, les gens vont se projeter autour de notre élément central, qui pourrait être Amadouba ou quelqu'un d'autre. Maintenant, les stratégies vont changer. Celui-là, il va partir, c'est sûr et certain. Celui-là a des chances, qu'on n'évalue pas, mais a des chances d'être là. Donc les stratégies vont se réorganiser et le président va perdre de sa splendeur et puis les calculs se mettent. Mais comme j'ai dit, parmi tous ces dissidents-là, entre guillemets, et ça me fait... Est-ce qu'il saura concilier ou bien aligner tout le monde autour de son candidat d'Amadouba? Non, c'est impossible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Peut-être il y a des diversions qui vont revenir. Mais on n'est pas encore au bout du chemin. Il y a peut-être des gens qui vont surgir, qui vont s'allier à d'autres. Il faut s'attendre à beaucoup de scénarios dans l'avenir. Je pense que les jeux ne sont pas faits. C'est-à-dire il y a beaucoup de points d'interrogation, qui vont arriver en cours de chemin. Mais comme je dis et que je répète, ce qu'on appelle cette dissidence-là, il faut analyser le profil de chaque personne jugée comme dissidente. C'est quoi ses motivations? Est-ce que c'est une motivation stratégique pour aller négocier après sa position auprès de la personne qui s'imposerait? Est-ce que c'est une dissidence de diversion? Est-ce que tout ça, il faudra paramétrer pour voir. Mais aujourd'hui, ça va être difficile de parler d'une voix. Oui. Alors, docteur, pour terminer, est-ce que ces dissensions-là au sein de la majorité présidentielle peuvent profiter à l'opposition en vue de la présidentielle? Mais certainement, je pense que nous sommes dans un contexte, il faudra analyser, comme l'a dit mon co-débatteur, il faudra analyser le contexte politique. Aussi, il faudra analyser le format de l'élection. Parce que dans ce format-là, c'est un format d'élection présidentielle où il ne faut pas du tout diviser, il faut multiplier. Et donc, toute division fragilise en fait le camp. Et dans ce cas-là, je pense que ça ne peut pas. Et puis, il faudra se dire également, dans le contexte politique où nous nous trouvons, il est aujourd'hui difficile de voir un parti l'emporter au premier tour. Donc, il faudra déjà se projeter dans le second tour et avec quand même des rencontres, des coalitions, des retrouvailles. Or, Benno Bokk Yakaar, parce qu'il a été le parti du régime, a fait beaucoup de mal, a eu beaucoup à concentrer, à catalyser beaucoup d'amertume, de gens de ci et de là. Et que finalement, les gens seraient beaucoup plus à même d'aller porter leur soutien à d'autres que... Et enfin, je pense également que même dans le processus de choix de son candidat, il y a eu des frustrés dans Benno Bokk Yakaar. Et que même ces gens-là, s'ils ne sont pas des candidats de diversion, s'ils arrivaient aujourd'hui à aller aux élections, mais sont tellement frustrés qu'on ne pourrait pas porter leur truc. Donc je pense que le seul salut de Benno, c'est aujourd'hui de rassembler tout le monde au bercail, de porter un coup fort pour pouvoir passer au premier tour, parce que le deuxième tour peut lui être fatal, parce qu'il a catalysé beaucoup d'amertume des autres opposants et il a frustré beaucoup d'individus dans son propre camp. Voilà, merci beaucoup, docteur Falilou Ba. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée ex-ENEA, également docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Aix-Marseille, et aussi spécialisé en communication politique, en communication sociale et en stratégie de changement de comportement. Merci à vous. Merci également à Oumar Seck Ndiaye, communicant, écrivain.